Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Philippe Wang, vice-président exécutif de Huawei Northern Africa. La région Northern Africa concerne 28 pays en Afrique. Elle est constituée de toute l'Afrique subsaharienne francophone, du Maghreb et de l'Égypte. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour évoquer les opportunités et les enjeux du numérique en Afrique. Pourquoi? Parce que l'innovation numérique offre à l'Afrique une chance sans précédent de développer son économie, de créer ses emplois et de transformer les conditions de vie de sa population. La transformation numérique pourrait en effet transformer durablement ce continent africain. Elle représente l'occasion de dynamiser la croissance économique et l'industrialisation et de réduire la pauvreté et d'améliorer la vie des populations. Et les secteurs concernés sont clés, comme la santé, l'énergie, les transports, l'agriculture et l'éducation. Mais pour permettre à ces opportunités de se concrétiser, on a plusieurs défis à surmonter. Tout d'abord, il faut renforcer les infrastructures pour que tout le monde sur ce continent puisse avoir accès à une connexion Internet sûre et stable, surtout évolutive. Deuxième, c'est renforcer le capital humain pour offrir de nouvelles opportunités à la jeunesse africaine et aux femmes et aux jeunes filles en particulier. Si on parle de Huawei sur ce continent-là, nous avons une longue histoire avec le continent africain. Nous sommes présents sur ce continent plus de 20 ans avec une vision claire. Il y a 4 points. Premier, nous voulons contribuer à la construction d'une Afrique connectée. Deuxième, nous voulons désenclaver les territoires, les zones blanches, les régions reculées. Troisième, nous voulons avoir une coopération mutuellement bénéfique avec l'Afrique. Dernier point, c'est très important, nous voulons être engagés pour l'éducation en Afrique dans le domaine TIC, la technologie de l'information et de la communication. Et comment réaliser cette vision pour l'Afrique? Tout d'abord, grâce à nos employés au cœur de notre stratégie. Et en Afrique, Huawei emploie à peu près 9000 personnes, dont 80% sont des locaux. Nous attachons une grande importance à ce que nos employés locaux occupent des postes de haute responsabilité. Notre philosophie, elle est très simple, qui peut mieux servir l'Afrique que les Africains. Et notre politique de ressources humaines, d'ailleurs, a été bien récompensée par le label Top Employee pour 13 pays en Afrique. Et deuxième point, c'est très important, essentiel pour moi, c'est la formation de la jeunesse africaine. Huawei, nous avons plusieurs programmes en place, engagés dans ce continent, comme ICT Academy, le Seeds for the Future, le grain pour le futur, etc. Et puis renforcer l'écosystème numérique est également un de nos principaux objectifs en Afrique pour favoriser la mise en place d'un écosystème solide. Nous participons à la création de partenariats avec des milliers de partenaires dans ce continent-là, dont avec plus de 200 opérateurs ont travaillé main dans la main. Et parce que lutter contre le désenclavement des zones blanches est aussi une priorité pour Huawei, nous avons développé une solution spécifiquement pour répondre à ces besoins. Le nom c'est Eurostar, c'est une solution compacte pour les zones reculées, pour améliorer leur connectivité. Le dernier point, c'est un défi de taille lié à la réalisation d'une Afrique connectée. C'est l'Afrique verte. Ça, c'est notre engagement et nous assumons notre responsabilité sociale
pour lutter contre le changement climatique. Et Huawei en Afrique, pour l'Afrique, depuis plus de 20 ans. Nous allons continuer à développer notre raison d'être, qui est d'apporter le numérique à chaque personne, chaque foyer, chaque organisation, pour une Afrique mieux connectée et pour un monde intelligent. Je vous remercie pour votre attention. Bienvenue sur cette 5e et dernière journée du Forum Share Africa pour un panel consacré aux enjeux et aux opportunités du numérique en Afrique. Nous aurons l'opportunité, ou du moins nous avons l'opportunité d'avoir un large panel d'intervenants pour vous livrer leur point de vue sur la question, tout en vous rappelant la question, le thème c'est numérique, opportunités et enjeux en Afrique. Et tout à l'heure, j'ai salué Charlotte Nguesson, qui est la cofondatrice et CEO de Base Group. Je prononce très bien, Charlotte Nguesson, Base Group, Oui, c'est ça? Oui, c'est très bien, oui, c'est la Base Group. Voilà. Base Group est une entreprise spécialisée dans la lutte contre la fraude, c'est ça? Exactement. Et vous n'avez que 26 ans. Vous êtes quand même la star, hein, on va dire, de l'écosystème tech en Afrique, l'un des visages prometteurs. C'est la petite star à nous, quand même, hein? André. André. Et vous êtes basé au Ghana. Oui, exactement. Très bien. Également Philippe Wang, qui est le vice-président exécutif de Huawei. Huawei qui est un opérateur de télécommunications. Il gère le Nord, l'Afrique du Nord. Monsieur Wang, bonjour. Bonjour, Jean-Paul. Très bien. Okay. Avec vous, c'est Huawei qui est un opérateur de télécommunications. Si je ne me trompe pas, c'est un équipementier ou plus opérateur? Non, c'est un équipementier. On travaille avec les opérateurs. On travaille avec eux pour livrer le service de communication. D'accord. Ouais. Moustapha Tissé, lui, nous vient de Google. Hein, il est chercheur scientifique, il est chef du centre de recherche intelligence artificielle à Google. Bonjour Jean-Paul. Comment est-ce que tu vas? Je peux te tutoyer, hein? Je vais très bien. Très bien. Et content d'être avec vous. Très bien. Et bien sûr, le ministre ivoirien de l'économie numérique a eu à travailler quand même sur de grands projets au niveau de l'opérateur de télécommunications Orange. Il a eu à travailler également à la Banque africaine de développement parce que c'était d'ailleurs son dernier poste. Et maintenant, il a eu la confiance du président Alassane Ouattara. Il est ministre de l'économie numérique en Côte d'Ivoire, monsieur Roger Félix Adom. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Jean-Paul. Alors, chacun a été présenté, mais je pense que c'est intéressant quand même que chacun nous fasse une petite bio. Charlotte Nguesson, on a parlé de Base Group, on a parlé de ce que tu fais, tu es cofondatrice, hein, tu es un visage prometteur. Mais en 1 minute, si on te demandait de te faire une présentation brève mais succincte, qu'est-ce que tu dirais? Merci. Donc, je suis Charlotte Nguesson, je suis ivoirienne, tech entrepreneur, cofondatrice de la startup Base Group et depuis 2017, je suis basée à Accra. Nous sommes spécialisés dans le domaine des technologies avancées, intelligence artificielle, et nous avons développé notre première solution qui aide les entreprises à faire la vérification
de les clients à distance. Et voilà, je suis ravie de faire partie de ce panel et j'espère vraiment que voilà, on va en apprendre davantage ensemble. Merci. Qu'est-ce que tu as fait déjà à 26 ans quand même, hein, de gérer une grosse entreprise comme Base Group, à 26 ans déjà d'être dans l'écosystème tech avec des prix remportés, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Qu'est-ce que tu as fait déjà? Bon, j'ai une équipe, c'est une jeune start-up, et voilà, donc du coup, on a pu recevoir le prix de la Royal Academy en tant que meilleur projet innovant en 2020. Et à la Exactement. occasion, j'ai été la première femme aussi à remporter ce prix-là, donc ce qui a fait aussi, ça crée un engouement autour de la solution et tout. Philippe Wang, c'est Huawei. Huawei, Oui. vous gérez l'Afrique du Nord. Ouais. En fait, l'Afrique du Nord, c'est une notion administrative interne de Huawei. Ça veut dire qu'on a volontairement divisé l'Afrique en deux parties, et le Sud et le Nord. Au-dessus de Très bien, l'équateur, on appelle c'est l'Afrique du Nord, sinon c'est l'Afrique du Sud. Ouais. très bien. Merci. Moustapha Cissé, Google, ça se passe bien? Ça se passe très bien. Moi, je suis chercheur. Je suis aussi professeur à l'African Institute of Mathematical Sciences. Donc, on est présent au Ghana depuis quelques années maintenant. On fait de la recherche en intelligence artificielle, aussi bien de la recherche fondamentale que l'application des méthodes d'intelligence artificielle à des challenges locaux en Afrique. Très bien. Monsieur Adam, rebonjour, vous êtes le ministre ivoirien de l'économie numérique. Vous avez eu à travailler chez Orange, à la Banque africaine du développement. Aujourd'hui, vous gérez le département de l'économie numérique. On va parler avec vous, hein. On va parler bien sûr des principales priorités du gouvernement ivoirien en termes de politique des TIC. Alors, mesdames et messieurs, vous rappelez rapidement le thème. On va aller directement sur le thème qui nous réunit, numérique, opportunités et enjeux en Afrique. Selon vous, quels sont les enjeux principaux qui vont vraiment favoriser ou du moins faciliter la digitalisation du continent africain, tout en vous rappelant que depuis l'année dernière, nous sommes face à une pandémie de Covid-19 et cette pandémie de Covid-19 a montré l'importance aujourd'hui quant à l'usage des technologies de l'information et de la communication. On a eu beaucoup de technologies qui ont commencé à être utilisées par nos gouvernements, par nos États. Mais les enjeux principaux pour arriver à une vraie digitalisation du continent africain, qu'est-ce que vous pouvez conseiller sur ça, par exemple? J'aimerais commencer par Moustapha Cissé. L'Afrique, le continent africain, quels sont pour vous les principaux enjeux pour vraiment arriver à une digitalisation complète et parfaite du continent africain? Alors, merci pour cette question. Effectivement, je pense que la pandémie a été un accélérateur à plusieurs niveaux en tout ce qui concerne la digitalisation des services et puis l'adoption de certains moyens de communication. Je pense que avant le Covid, un panel comme celui-ci aurait nécessité un voyage et puis une réunion en présentiel, comme on dit. Mais aujourd'hui, ça s'est normalisé. Et puis, la plupart des meetings de cette nature se font en ligne, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que ça permet de gagner du temps et puis c'est un peu plus éco-friendly. Bon, ceci étant, la situation en termes de digitalisation et puis d'adoption de ces pratiques n'est pas aussi avancée qu'ailleurs dans le monde. Les freins à cette adoption sont multiples dans cette région du monde. Il me semble que le plus important est la connectivité, même si le taux de pénétration d'Internet les années passées a largement progressé en Afrique et en Afrique subsaharienne en particulier. Il reste beaucoup à faire, notamment dans les zones rurales, parce que dans les grandes villes, la connectivité est assez importante et dense, mais dans les zones rurales, les populations ne sont pas aussi bien servies que dans les villes. Et puis, l'autre frein à la pénétration, outre la connectivité qui est du fait des opérateurs, et peut-être que notre ami de Huawei saura en parler, lui qui travaille beaucoup plus avec les opérateurs, il y a aussi la cherté des appareils, donc des smartphones, mais aussi le niveau d'éducation.
On entend souvent dire que les analphabètes du 21e siècle sont ceux qui ne savent pas manipuler les outils technologiques. Il me semble qu'un certain niveau d'éducation est nécessaire souvent pour avoir accès à des services digitaux, et ces services ne sont pas en premier lieu designés et construits pour être utilisés en termes d'accessibilité et de facilité par des personnes qui n'ont pas un certain niveau d'éducation. Donc, dans les deux sens, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire dans la conception des services pour les rendre plus utilisables et plus accessibles, mais aussi au niveau de l'éducation pour que les gens puissent profiter pleinement des opportunités qu'offre le paysage numérique et la digitalisation marchande des services. Très bien. Donc, on retient qu'il y a beaucoup à faire, n'est-ce pas? Il y a beaucoup à faire. Charlotte Nguessan, est-ce que vous partagez le même avis que Moustapha Cissé? Il y a beaucoup à faire quant à ces enjeux pour une digitalisation complète du continent africain? Évidemment, je suis totalement d'accord avec M. Moustapha Cissé parce qu'il y a un problème au niveau de la connectivité, de l'éducation. Moi, j'aimerais plutôt ajouter par rapport au niveau des startups, vu que moi, c'est mon domaine. Donc, du coup, au niveau des startups, il y a également un problème aussi parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes entrepreneurs qui développent des solutions, mais ces solutions ne sont pas forcément utilisées par les entreprises locales. Pourquoi? Donc, il y a différents problèmes qui sont autour de cette fossé. Enfin, il y a un fossé entre l'équilibre au fait au niveau des acteurs du domaine de la technologie. Quand je parle des acteurs, je parle du gouvernement, des entrepreneurs, des start-upers, parce qu'il y a aussi la régulation qui rentre en jeu. Et il y a beaucoup de choses en fait qui ne sont pas vraiment bien définies dans l'écosystème tech qui fait que ça ne facilite pas l'adoption des nouvelles technologies ou bien l'adoption des solutions innovantes. Et c'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup de potentiel en Afrique, on a du potentiel et ce serait bien que en plus de ça, on ait un peu de support, on ait un peu ce support-là pour vraiment pousser les choses et puis faciliter cette adoption-là au niveau du plan local. Voilà. Donc, avec vous, si on comprend très bien, c'est l'usage des applications, des technologies locales. Exactement. Ce serait voilà, l'avantage. Exactement. Ouais, consommer local, voilà. Et Philippe Wang, Monsieur Philippe Wang, pour vous, les enjeux principaux pour vraiment digitaliser le continent africain? Oui, bonjour, ministre, bonjour tout le monde. Je pense qu'on a tous vécu la pandémie. Et la pandémie, en fait, finalement, dans certains secteurs, on a considéré que c'est un accélérateur pour la transformation digitale. Parce que dès qu'on est confiné chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on garde la communication avec le monde extérieur. Donc, la seule façon, c'est d'utiliser les moyens digitaux. Donc, ça, c'est un changement fondamental de notre société, de la façon de produire, de façon de vivre. Donc, ça, c'est très important. Mais en plus, en Afrique, je trouve que la pandémie, il a un impact, bien évidemment, sur le plan social, sanitaire, c'est un impact négatif. Mais sur le plan technique, par contre, c'est un impact positif. Parce que même pendant cette pandémie, en tant qu'équipementière et le fournisseur des solutions, de la transformation digitale, Huawei, qu'on est beaucoup plus sollicité, parce qu'il faut, d'un côté, il faut qu'on travaille avec les opérateurs pour maintenir le réseau, pour répondre à une demande bien augmentée, plus de 40% de la consommation de bandes passantes dans certaines régions. L'autre côté, il faut qu'on réponde des partenaires qui nous demandent de travailler ensemble pour avoir des solutions innovantes pour répondre aux besoins dans la santé, dans l'agriculture, dans l'éducation. Tout ça, ce sont des opportunités avant qu'on aimerait bien pousser, mais maintenant on voit que c'est le marché qui demande plus. Donc, pour répondre à tous ces changements-là, je pense qu'il y a 4 enjeux, 4 domaines il faut qu'on travaille. Mais je vais aller très vite. Tout d'abord, c'est au niveau du gouvernement. Il faut que le gouvernement qui a un peu plus de politique, non-discrimination, plus encourager l'investissement, lever les barrières entre différents secteurs pour que les dynamiques digitales soient
soit fluide dans l'économie, surtout pour favoriser l'économie numérique. Parce que Ok, l'économie numérique, ça deviendra le moteur du développement post-Covid. Ça, c'est sans ok. aucune doute. Cette notion a été bien partagée parmi tous les décideurs politiques, économiques, sociaux aussi. Et Ok. deuxièmement, il faut que Ouais, toutes les parties prenantes on s'engage ensemble pour créer un écosystème favorable pour la transformation digitale. Ça, ok. donc, c'est Deuxièmement, ouais. pas que Huawei, il faut que toutes les parties prenantes dans l'ensemble de l'industrie soient Ok, réfléchies pour favoriser un écosystème. Donc, il très faut bien. une coopération, innovation ensemble, innover ensemble. Et troisièmement, c'est l'investissement, c'est très important. En Afrique, Ok, on manque d'argent. Donc, il ok. faut que le public, l'État, soit focusé dans certains domaines, secteurs souverains, continue à investir. Par exemple, le data center, il vaut mieux que l'État qui prend la main dessus, parce que ça, c'est le centre de stocker toutes les données personnelles. Donc, ça fait partie de l'aspect souverain. Donc, il faut l'État soit la main dessus. Et puis, dans Ouais, d'autres domaines, on peut utiliser lever le mode d'investissement comme PPP, public-privé partenaire. Ça, oui. Mais il faut qu'on donne plus de possibilités, laisser les investisseurs qui veulent le dynamisme dans ce continent-là et avoir ok. plus d'envie d'investir. Et D'accord. quatrième point, c'est très Oui, important, c'est l'éducation. Le continent d'Afrique qui a plus de jeunes, il est à peu près plus de la moitié, c'est au-dessus de 30 ans. Donc, pour vraiment profiter de cette ressource et ce talent, il faut qu'on investisse oui, massivement dans l'éducation. Huawei, on fait ok. aussi, mais on fait dans l'éducation ICT pour, Très bien. pour transférer le savoir-faire à la nouvelle génération. Et puis, ça, c'est capital parce que c'est les gens et le talent qui tiendra le futur de ce continent. Donc, ça, D'accord. c'est les quatre priorités. Il faut qu'on travaille plus. Voilà. Merci. Merci. Alors, moi, je pense que M. Wong, vous avez parlé, donnant maintenant les étapes pour arriver à une véritable économie numérique. Ça, c'était un point qu'on devait aborder, mais je pense que vous avez anticipé. Mhm. Et vous avez plus parlé quand même des gouvernements qui doivent avoir une vraie politique hein, par rapport à l'économie numérique dans les différents États. Alors, quand on parle de gouvernement, on parle forcément de ministres voilà, ou de responsables économiques. On va parler en même temps avec M. Adam. D'accord, avec plaisir. Oui, M. Wong vous a bousculé légèrement tout en disant directement en disant directement que les États devaient avoir une véritable stratégie d'économie numérique. Au niveau de la Côte d'Ivoire, hein, on note tous ici, hein, on le lit tous dans la presse hein, économique, dans la presse étrangère, qu'il y a un véritable enjeu hein, que le gouvernement comprend quant à la digitalisation du continent africain. Mais on a voulu vous demander ici comment cet enjeu-là, le gouvernement ivoirien le voit réellement pour arriver vraiment à une digitalisation des populations. Est-ce que, ouais. D'accord. En tout cas, merci de m'avoir invité, Jean-Paul, et merci pour votre question qui est très intéressante. J'ai bien relevé ce qu'a dit M. Wang, que je profite pour saluer en même temps, monsieur le gouvernement. Mais en fait, déjà, je pense que la première prise de conscience se fait parce que le ministère existe. C'est le premier point. Donc déjà, il y a une prise de conscience au niveau gouvernemental. Ensuite, nous avons une stratégie en ce qui concerne l'économie numérique qui se base principalement en 7 points. Je note qu'il y a un point important qui est la réglementation. Donc, il faut une réglementation, il faut des lois pour encadrer tout cela. Donc, notre stratégie numérique au niveau de la Côte d'Ivoire se base sur 7 points. Le premier point, c'est avoir des infrastructures numériques et avoir une bonne des infrastructures et avoir une bonne couverture du territoire ivoirien. Donc aujourd'hui, on a une bonne couverture au niveau du mobile en 2G, 3G, 4G qui a atteint les 90%, en tout cas de la couverture de la population et du territoire. Et au-delà de ça, on a 27 000 km de fibre optique presque opérationnelle et on doit arriver à déployer le haut débit
aussi bien au niveau du fixe que du mobile. Donc ça, c'est les infrastructures. Le second point, ça va être au niveau des services numériques. Donc faire en sorte que le pays devienne complètement digitalisé. Faire en sorte que l'administration soit digitalisée, que nous ayons des services au niveau de l'éducation. Comment? Et comment cette digitalisation? Oui, voilà, avec des services numériques sur l'éducation, la santé, la sécurité, les smart cities, l'agriculture. Donc, avoir donc une administration complètement digitalisée et avoir un pays complètement digitalisé. Ça, c'est le second point. Le troisième point, ça va tourner au niveau des services financiers. Donc, on a le mobile money en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où pour une population de 26 millions d'habitants, il y a quand même déjà aujourd'hui 22 millions d'utilisateurs. Ah, donc, c'est déjà, voilà, donc on a un taux d'utilisation qui dépend de 90%. Donc, aller vers les services financiers numériques. Le quatrième point qui est important, c'est aussi au niveau des compétences. Que l'école ivoirienne forme des ingénieurs ou des non-ingénieurs, mais forme des gens au niveau du numérique, au niveau du digital. Et au-delà des compétences, il y a arrivé aussi à ce que les Ivoiriennes et les Ivoiriens soient sensibles et aiment utiliser le digital. Donc ça, on le voit déjà aujourd'hui avec le mobile money, avec les rechargements de téléphones mobiles. Donc, avoir la sensibilité au digital. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point est tout ce qui va tourner autour de l'environnement des affaires. Donc, les startups, comme disait tout à l'heure mademoiselle Nguessan, être sûr en fait, que l'environnement des affaires va être facilité pour les startups, leur permettre de grossir, de grandir, d'avoir un accès au crédit et au financement, comme le disait tout à l'heure aussi M. Wang, et faire en sorte que les startups puissent avoir accès au marché. Donc, permettre aux entreprises ivoiriennes d'entreprendre, de ne pas avoir peur d'entreprendre et d'innover. Ça, c'est le cinquième point. Le sixième point, c'est ce qui va tourner au niveau de l'innovation. Que la Côte d'Ivoire devienne un vrai pays d'innovation, que toutes les personnes pensent à innover, pensent à entreprendre, pensent à ce qu'on disait en anglais, créer le nouveau normal, le new normal d'innovation. Et puis le dernier point, qui est le plus important aussi, c'est tout ce qui a trait à l'environnement de confiance et à la cybersécurité. Créer un cyberespace qui soit vraiment sécurisé, que chacun puisse faire ses transactions, puisse vivre dans ce cyberespace sans difficulté. Et pour arriver à tout cela, il va falloir que nous ayons réellement une identité numérique pour créer ce climat de confiance. Donc voilà, je ne vais pas être trop long, mais c'est notre plan de travail. C'est ce que nous comptons mettre en place pour développer et pour booster en Côte d'Ivoire l'économie numérique. Très bien. Mais M. Cissé, tout à l'heure, a parlé d'un problème de connectivité des populations. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement ivoirien y pense, ou du moins, comment y remédier par rapport à ce grand fossé quand même, par rapport à la connectivité? Tout à fait. Mais ça, c'est un point important puisqu'on a deux enjeux. On veut d'abord, réduire la fracture numérique. Et ensuite, réduire la fracture territoriale. Faire que l'accès au digital des populations soit le même pour tous, quelle que soit la localisation géographique. Donc aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a une connectivité au niveau de la 2G, de la 3G, de la 4G qui atteint 90%. Où qu'on soit. Je parle de où qu'on soit. Maintenant, où est la difficulté de notre enjeu réellement, c'est sur le fixe, sur le haut débit fixe. Nous avons déjà nous avons déjà 22 000 km de fibre optique opérationnelle. Nous avons 5 000 en cours de recettage, si je peux me permettre de parler ainsi. Et donc, de continuer à mettre de la fibre partout. Et ensuite, on veut vraiment avoir le haut débit sur le fixe. Et on va déployer la 5G. Donc, vraiment, notre enjeu, c'est de faire en sorte que la connectivité, on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire 4 câbles sous-marins. Donc, avoir une connectivité vers l'extérieur qui est bonne. Donc, nous avons la capacité. Donc, maintenant, c'est aller au fin fond du pays, au fin fond du territoire ivoirien pour mettre un réseau de bonne qualité, aussi bien en voix qu'en data. Très bien. Alors, quand on parle de fibre optique, on parle d'infrastructure, du coup? Tout à fait. Je vais parler à M. Wang. Le ministre ivoirien tout à l'heure vient de parler de la fibre optique, du déploiement des infrastructures, du renforcement des infrastructures des technologies de l'information et de la communication, ce qui va vraiment favoriser cette digitalisation du continent africain, particulièrement, singulièrement, la digitalisation au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous, au niveau de Huawei, c'est votre travail, les infrastructures? Oui, ça c'est le cœur de notre métier.
Ouais. C'est votre cœur de métier. Vous êtes implanté dans combien de pays déjà au niveau du Huawei? En fait, carrément dans tous les pays, parce qu'on répond aux besoins. Hein, comment aujourd'hui vous travaillez vraiment à renforcer les infrastructures de nos États africains? Parce que si les infrastructures sont bonnes, forcément, la connectivité sera plus grande pour nos populations. Exact. Ça, c'est une question fondamentale. Parce que sans connectivité, on n'aura pas la communication. Donc, très bien. Voilà, ça c'est l'enjeu. On peut dire ça c'est la fondation de notre économie digitale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est Huawei, nous avons deux vocations. Tout d'abord, c'est la connectivité. On travaille avec les opérateurs pour mener plus de connectivité dans ce continent-là, soit dans la partie fixe, on tire avec les fibres optiques. Dans tout le continent, on a déployé un peu plus de 400 000 km de fibres optiques dans tout le continent. Et ça, c'est la partie fixe. Mais la partie wireless, on a déployé des réseaux, 3G, 4G dans ce continent-là. Bientôt, j'espère, 5G, ça va continuer la commercialisation à davantage. Donc, ça, c'est un côté, mais ça, c'est la partie standard. L'autre côté, comment on va connecter les réseaux blanches, on dirait les zones reculées. Ça veut dire, dans cette région-là, il y a moins de population, donc il y a moins de business case. Donc, les investisseurs vont y aller. Mais comment on fait? Donc, ça, c'est un côté, il faut qu'on utilise les solutions innovantes pour répondre à ces besoins-là. L'autre côté, il faut qu'on essaie de lever l'enjeu social pour répondre. Parce que les gens, la nouvelle génération, dans cette zone-là, il faut qu'il y ait l'accès à l'Internet, qu'ils puissent continuer leurs études, de connecter avec le monde extérieur. Donc, oui, on a développé des solutions comme Eurostar, des solutions compactes, moins coûteuses, mais c'est très efficace pour déployer avec les opérateurs, évidemment, avec nos partenaires dans cette zone-là, pour que les zones soient davantage connectées. Donc ça, on aura une base. L'autre côté, c'est on est en train de voir avec les partenaires, il faut qu'on ait plus de data centers dans ce continent-là, en Afrique. Parce que ça, c'est un dispositif capital très important dans le futur. Et pour vraiment gagner la bataille quatrième révolution industrielle. Parce que data center en Afrique, on commence à avoir, mais il faut qu'on ait davantage, il faut qu'on ait plus. Côté connectivité, c'est Huawei. On accompagne avec nos partenaires pour déployer plus. D'autre côté, on amène notre savoir-faire, notre technologie les plus avancée pour mettre au service de ce continent-là. Très bien. On a parlé du renforcement des infrastructures. Moustapha Cissé, vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Charlotte Nguessan? Je pense que M. Wang a parlé de l'importance des data centers et puis du renforcement de l'infrastructure globalement. Exactement. Clairement, on voit qu'il y a beaucoup de choses en cours, notamment de la part des puissances publiques. Mais j'aime beaucoup à rappeler souvent que il n'y a aucun État en Afrique subsaharienne, et je pense que c'est valable pour toute l'Afrique d'ailleurs, qui investit 1% de son PIB dans la recherche et dans l'innovation. Donc, il y a sur ce plan-là, de ce point de vue, encore beaucoup à faire, même si les efforts existent et sont à saluer. La recherche et la qualité de l'innovation qu'il nous faut pour être à la hauteur des ambitions de nos populations, mais aussi à la hauteur des aspirations de cette population qui est vraiment très jeune. Je rappelle que l'âge médian en Afrique subsaharienne est de 19 ans. Donc, et la quantité d'investissement qu'il faut pour être à la recherche, pour être au niveau des ambitions de cette jeunesse est vraiment très élevée et donc nécessite beaucoup plus d'investissement. Merci.
Merci beaucoup. Merci déjà. Je pense que c'est cette liste des enjeux principaux qui m'ont quand même aidé quand même à poser des questions nettes et précises à M. Wong et à M. Adam. Merci beaucoup, M. Sissé. Je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Moustapha, M. Philippe, M. Roger ont déjà partagé, parce qu'il y a un problème au niveau de la connectivité, et puis ça, c'est évident déjà, vu qu'il y a des zones aussi, il y a des zones très reculées. Par exemple, notre solution qu'on a développée, il y a des personnes forcément qui ne pourront pas utiliser la solution, vu qu'elles n'ont pas accès à la connectivité. Et ça, c'est un décalage, parce qu'aussi on parle d'inclusion financière, on parle d'inclusion. Donc, si on parle d'inclusion, on doit pouvoir permettre à toutes ces personnes-là, quelle que soit la zone, d'avoir accès à ces services aussi qui sont en ligne et tout ça. Donc, il y a un travail qui doit se faire. Et puis, je rejoins aussi M. Moustapha au niveau de l'investissement, au niveau de la recherche, parce qu'il n'y en a pas assez pas de laboratoire, on n'a pas assez de centres de recherche en Afrique. Et c'est bien dommage. La plupart des solutions qui sont développées, évidemment, je ne dirais pas que ça vient d'ailleurs, mais les formations, on n'a pas de formation, nous qui sommes dans le domaine, on le prend ailleurs. Voilà, et c'est un peu dommage. Ce serait bien d'avoir des centres de recherche en Afrique et puis qui vont vraiment aider les jeunes à pouvoir déjà, après l'université, on sait déjà si je fais la recherche, je vais au niveau de ce centre, et puis je peux vraiment pousser au niveau de mon innovation. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui naissent, beaucoup d'idées, et puis ces projets-là meurent après 2-3 ans, parce qu'il n'y a pas un environnement qui est favorable à la croissance de ces solutions-là, et c'est dommage. Exactement. Alors, Sharon Guesson, on va continuer en même temps avec toi. Vous avez parlé tout à l'heure des centres de recherche, hein, inciter, encourager les initiatives privées, n'est-ce pas? Et vous gérez Base Group, qui est d'ailleurs une initiative privée. Et si on vous demandait encore comment réellement impliquer le secteur privé dans le processus de transformation numérique, à part ces centres de recherche devaient être créés, à part ces incubateurs, comment vraiment impliquer le secteur privé pour qu'on ait vraiment cette digitalisation, cette transformation numérique effective en Afrique? Je pense qu'il est important de permettre de bien définir les parties prenantes, voilà, c'est-à-dire les personnes qui sont en charge des décisions et d'impliquer tout le monde. Quand je parle d'impliquer tout le monde, je parle d'impliquer, si le gouvernement doit prendre des décisions, il faudrait que les startups soient invités, les organisations privées, que même les consommateurs aussi aient peut-être leurs avis à donner, parce qu'à la fin, ces solutions qui vont être développées là doivent être utilisées par les populations locales. Donc, c'est mieux de pouvoir tous contribuer au niveau des décisions, savoir le besoin de chacun. En tant que start-upper, quel est votre besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin? Comment on peut vous aider? Voilà. Et nous aussi, on échange aussi comment vous pouvez nous aider. Et ensemble, on définit des bonnes stratégies qui vont permettre aussi l'essor de toutes ces technologies, ces solutions au niveau de l'Afrique. Il faut vraiment qu'il y ait une communication entre les différents acteurs de l'écosystème tech, parce qu'il y a vraiment un fossé. Et voilà. Donc, on doit travailler sur cette communication, cette inclusion-là, pour faciliter vraiment, comme on dit, l'économie au niveau du numérique, voilà, et avancer les choses. Donc, si je comprends bien, au niveau de chaque État, il faut faire impliquer le secteur privé dans toutes les décisions qu'ils vont prendre. Pas que le secteur privé, mais toutes les parties prenantes qui jouent un rôle important dans l'écosystème tech, voilà. D'accord. Moustapha Sissé. Oui. Alors, vous, au niveau de Google, hein, comment aujourd'hui également vous travaillez à vous inscrire dans ce processus de transformation numérique au niveau de nos différents États, tout en rappelant que vous avez installé ici en Afrique un centre de recherche d'intelligence artificielle. Ce centre de recherche, qu'est-ce qu'il fait exactement? Il travaille à nous fournir des solutions. Alors, nous faisons principalement deux choses. Nous travaillons à faire avancer la recherche fondamentale en intelligence artificielle. Donc, nous travaillons sur la recherche fondamentale. Donc, nous publions des articles scientifiques dans les plus grandes revues internationales sur ce sujet, qui sont disponibles par ailleurs sur Internet et que vous pouvez consulter. Donc, ce travail est notre contribution scientifique à la communauté de recherche en intelligence artificielle internationale, y compris donc africaine. Et d'autre part, nous cherchons à faire avancer l'application de toutes les technologies qui sont issues de la recherche en intelligence artificielle et à faire en sorte qu'elles soient, qu'on puisse les utiliser pour résoudre des problèmes qui sont locaux en Afrique. Donc, par exemple, on travaille à l'amélioration
à l'amélioration de la cartographie en utilisant des algorithmes de réseau de neurones qui permettent, à partir d'images satellitaires, de créer des cartes. Ces cartes, par exemple, sont ce que vous utilisez aujourd'hui quand vous utilisez Google Maps, des choses comme ça. On les utilise aussi, par exemple, pour améliorer le diagnostic des plantes, des maladies des plantes. Donc, ça, ce sont des enjeux de sécurité alimentaire dans plusieurs régions d'Afrique et on a des projets dans ce sens. On utilise ça dans des projets divers et variés, en collaboration avec des institutions locales, des universités, etc. D'ailleurs, plusieurs d'entre nous sommes aussi des professeurs dans différentes universités sur le continent. Donc, on essaie, autant que faire se peut, de contribuer à l'écosystème et à améliorer, faire avancer l'intelligence artificielle en Afrique. Très bien. Monsieur Oumar, on va partir directement avec Monsieur Adam qui doit nous laisser dans peu de temps. Monsieur Adam? Oui, je vous écoute. Voilà, vous avez conseil de gouvernement dans 10 minutes. Je pense que... Ouais, donc, alors, vous nous avez donné la stratégie du gouvernement ivoirien en matière de digitalisation, en matière d'une stratégie par rapport à la transformation numérique de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous avez pensé au secteur privé, à son implication dans la réussite de ce processus? Oui, tout à fait. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le mode de développement, ce sont des partenariats publics-privés. Très bien. Mais et selon nos études, on sait que pour une fois que l'État investit 10 francs CFA, il est impératif pour nous que le privé investisse 40 francs CFA. Donc voilà, donc on demande 80% d'investissement privé et 20% d'investissement de l'État. Donc au-delà de ça, donc, ce qui veut dire qu'en fait, c'est de créer vraiment l'écosystème et que nous sommes dans une économie libérale, une économie de marché, et que ce soit la loi de l'offre et de la demande. Donc, nous, notre objectif principal, c'est de faire en sorte que les entreprises viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Donc, je vois que Mme Charlotte est basée au Ghana. Moi, je lui demande directement de venir s'installer à Abidjan. Et justement, parce qu'on va créer un écosystème qui lui permettra de fonctionner, de travailler. Très bien. Ensuite, voilà, nous aurons les lois, nous avons tout. Donc, vraiment, il y a M. Wang était à Abidjan la semaine dernière. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu le rencontrer en bilatéral parce qu'il y avait un programme assez chargé. Mais je pense que le fait qu'au final, que la Côte d'Ivoire est un pays attractif. Nous avons besoin des investissements privés, des entreprises qui viennent s'installer. Donc, nous avons notamment des entreprises, nous parlons avec le patronat, nous avons le GOTIC, qui est l'étude des entreprises de services, des TIC, avec lesquels nous échangeons réellement au quotidien. Donc, les TIC sont vraiment pour nous une priorité. On veut que les gens viennent s'installer en Côte d'Ivoire pour travailler. Donc, Mme Charlotte, qui est ivoirienne, on lui demande de revenir à Abidjan. Et que Google vienne s'installer aussi, Facebook, et on attend tout le monde. On veut créer des technopoles, des centres de technologie, où tous les acteurs pourront se développer et interagir. Mais il y a un point quand même qui fait fuir quand même nos start-upers par rapport aux impôts, taxes. Est-ce que vraiment le gouvernement ivoirien a pensé quand même à toutes ces entreprises qui nous créent des applications, qui nous créent de belles choses, pour vraiment on va dire, c'est ça, les exonérer, si je pense bien. Oui, voilà, par rapport aux taxes. Ouais. Ce n'est pas un problème d'exonération. Ce n'est pas un problème d'exonération. D'accord. C'est qu'on paie les taxes sur des bénéfices. Très bien. Donc, à partir du moment où l'entreprise, elle est viable, où elle fait des bénéfices, elle paiera des taxes. Voilà. Donc, au final, vous allez voir, demain, au Conseil des ministres, on va en parler aujourd'hui, il y aura déjà une réorganisation au niveau des PME. Donc, avec différents niveaux pour la fiscalité. Ensuite, avant la fin du mois de juillet, donc avant le départ en vacances, pour ceux qui partiront en vacances en août, on aura aussi le Startup Act qui sera adopté et validé. Donc voilà, donc l'environnement, il est là. Donc la réglementation existe, la fiscalité existe parce que bon, il faut pas, une fois qu'on est bénéficiaire, on paye des impôts. Ça ne pose pas de problème. Le tout, c'est que l'entrepreneur gagne de la valeur. L'État aussi a besoin de cette valeur-là parce que c'est ce qui va nous permettre de réinvestir. Si on ne fait que des exonérations, plus personne ne va gagner d'argent. Donc voilà, donc on a besoin des bénéfices pour réinvestir, mais notre fiscalité n'est pas faite pour matraquer les entreprises. Bien au contraire, on a un environnement qui va leur permettre de favoriser leur investissement. Très bien. Merci, M. Roger. Félix Adam, vous avez donné les principales priorités du gouvernement ivoirien en termes de politique des technologies, de l'information et de la communication.
tout en nous rappelant que le secteur privé y est convié, y est impliqué, avec bien sûr toutes les chaînes de valeur, même les consommateurs. Merci d'avoir participé à ce panel. D'accord, merci beaucoup. J'attends Madame Charlotte à Abidjan. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Nous sommes déjà à Abidjan. Hein? Nous sommes déjà à Abidjan. Nous sommes en RFA à Abidjan également. C'est juste que nous sommes pas. Le siège social à Abidjan, pas au Ghana. On attend ça. Merci, à bientôt. Très bientôt. Hein? Merci bien. On va parler maintenant d'un dernier point. Hein? Tout en vous rappelant que nous sommes face toujours à la pandémie de Covid-19. Du coup, on a vu l'importance, l'importance et l'utilisation accélérée, on va les dire comme ça, des technologies de l'information et de la communication, et en passant par Base Group, en passant par les startups, en passant par les centres de recherche, en passant par les équipementiers, les opérateurs télécoms, tout le monde contribue à la réussite de cet écosystème, faire en sorte que les populations continuent de se connecter, de se parler, de s'écrire via les réseaux sociaux, via les différentes plateformes digitales que vous créez. Déjà, félicitations. Mais est-ce que les populations vraiment bénéficient réellement de la technologie comme un moyen de vraiment favoriser la croissance économique? Est-ce que vraiment tout ce que vous nous donnez, ces belles applications, ces centres de recherche, au niveau du B, ces belles applications, ces infrastructures que Huawei nous donne aujourd'hui, est-ce que vraiment on sent la répercussion, on sent la croissance? Oui. En fait, pour répondre à votre question, il y a une théorie fondamentale, elle est là, c'est l'offre et demande. Parce qu'avant, si on n'a pas assez de demande, même on aimerait bien pousser vers l'économie numérique en Afrique, on a aperçu qu'il y a des difficultés. Parce que changer le mode de vie d'une population, c'est le plus difficile. Il faut changer la mentalité. Mais avec la pandémie, on est obligé de changer et de s'adapter à un nouveau modèle de vivre. Donc, tout en utilisant les outils digitaux. Donc, on dit toujours à cause de la pandémie, mais quelquefois dans le côté positif, c'est grâce à la pandémie, et ça nous a aidé de changer le mode de vie et éduquer la population à utiliser davantage le numérique. Donc, ça veut dire, ça c'est un changement depuis un an. Maintenant, on voit des effets. Donc, c'est la demande commence à changer. Parce qu'un côté, on a aperçu il y a beaucoup plus de demandes de la consommation de data. Donc, ça c'est l'impact, gros impact sur le réseau. Donc, c'est les équipements, l'infrastructure. Il faut que ça soit investir davantage pour répondre aux besoins. Donc, ça, c'est l'offre et demande. Deuxième côté, c'est aux services. Donc, c'est les services digitaux. Les gens sont habitués d'utiliser ça avant. Maintenant, ils sont obligés d'utiliser. Donc, aussi, la demande a beaucoup plus changé. Donc, ça tirait l'investissement dans ce domaine-là. Par exemple, je vous donne un chiffre concret. Dans le secteur de santé, de e-santé, l'année dernière, le nombre de startups et l'investissement a dépassé la somme de 5 ans passés. Donc, ça veut dire c'est une accélération dans ce secteur-là. Parce qu'il y a beaucoup plus de demandes de consultation en ligne, tout en utilisant la nouvelle technologie pour améliorer la diagnostic, pour avoir plus d'efficacité. Et dans le même temps, pour répondre à ce besoin-là, les hôpitaux, les cliniques, qu'ils auront besoin un service de bande passante plus grande et plus vite. Donc, tout ça, c'est un effet positif sur l'économie. Donc, vous voyez, c'est fondamentalement, on dit c'est parce que le mode de vie a été changé, donc la demande a changé, donc ça attire beaucoup plus d'offres. Donc, ça fait rebondir l'économie numérique. Ça, c'est une réalité.
En plus, donc, tous les décideurs, tous les décideurs politiques, économiques que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de s'échanger, maintenant, ça devient vraiment, c'est un sujet de l'actualité. C'est plus un sujet de réflexion ou c'est de conception. Maintenant, on passe dans la phase d'exécution. Donc, ça, c'est un changement fondamental. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'avec Huawei, avec le déploiement de vos infrastructures, avec tout ce que vous faites en Afrique, les populations en bénéficient, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, L'environnement. Santé, éducation, oui. Oui, santé, éducation, environnement, finance, transport. Et tout ça, ça commence à bénéficier une base solide. Mais il faut qu'on continue à déployer au niveau de l'infrastructure pour que la base, la fondation, soit capable de répondre à plus de demandes en futur. Très bien. Moustapha Cissé, vous travaillez sur des technologies, mais est-ce que les populations bénéficient vraiment de ces technologies? Vous savez, la recherche, quand elle marche vraiment, on ne la voit pas. Et en fait, c'est pareil. En fait, c'est le propre de toutes les technologies. Quand ça marche vraiment, vous ne vous en rendez pas compte. En fait, en réalité, les gens ne se rendent compte que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Donc, partout, il y a des centres de recherche, pas seulement en Afrique. D'ailleurs, pour Google, on a des centres de recherche un peu partout dans le monde. Et ces centres de recherche, c'est de ces centres de recherche qu'émanent la plupart des produits que vous utilisez aujourd'hui, comme par exemple quand vous lancez quelques mots-clés sur votre moteur de recherche préféré et qui vous amène les résultats comme vous les souhaitez. Ça, c'est un travail en amont, un travail de longue haleine qui prend beaucoup de temps et d'énergie et qui nécessite des investissements. Alors, la recherche, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, n'est pas fondée sur le court terme. C'est un investissement sur le long terme que nos États doivent sentir à faire, et pas seulement les États d'ailleurs, le secteur privé aussi, mais que l'État doit au moins les accompagner aussi dans ce domaine-là pour que nous puissions en récolter les fruits le moment venu. Juste pour vous donner un exemple, toutes les avancées aujourd'hui de l'intelligence artificielle que vous voyez et dont tout le monde profite résultent d'investissements qui ont été faits il y a plus de 25 ans. Quand personne ne croyait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains pays sont à la pointe de la discipline, alors que ce sont des pays qui sont relativement petits en population, etc. Mais c'est juste parce qu'ils ont fait les investissements qu'il fallait au moment où il le fallait. Donc, il y a de la stratégie, il y a à faire et puis une volonté à avoir pour soutenir la science et la technologie. Et pas seulement les chercheurs, mais aussi les entrepreneurs, comme l'a dit Christine avant. Je pense que c'est très important. Voilà. Et en fait, c'est un processus qui ne s'arrête pas. Donc, aujourd'hui, les populations bénéficient de la recherche qui a commencé il y a 10-15 ans. Demain, ils bénéficieront de la recherche qui a commencé il y a 5 ans. C'est pour ça qu'il faut un investissement et un accompagnement qui est constant. La recherche est le moteur de l'avancée technologique. Il n'y a pas, les choses ne sortent pas par magie du chapeau des chercheurs. C'est un investissement en temps et en moyens qu'il faut consentir. Merci Moustapha Cissé, tout en rappelant que vous êtes au Ghana, vous êtes chercheur scientifique et vous êtes le chef autant pour moi du centre de recherche intelligence artificielle. Merci quand même de nous avoir parlé des différents enjeux principaux. Merci beaucoup. Je vous remercie de cette invitation et puis je remercie aussi tous les co-panélistes pour leur brillante contribution. J'aimerais beaucoup les rencontrer d'ailleurs à différentes occasions pour pouvoir approfondir certains sujets dont on a discuté ici. J'espère que des panels comme celui-ci contribueront à améliorer la qualité de la discussion sur ces sujets-là et puis à les propager dans les cercles où il ne se passe pas toujours. Et puis, c'est mon dernier mot et merci beaucoup. Charlotte Nguessan de Base Group. Alors, le ministre Roger Adam tout à l'heure a parlé qu'il vous invitait à venir vous installer à Abidjan. Il y a tout un écosystème qui est créé, le cadre en train d'être créé.
qu'est-ce que ça vous fait de participer vraiment à cette transformation numérique, hein? Qu'est-ce que ça vous fait vraiment de travailler, hein, à ce que vraiment on ait cette véritable économie numérique? Ça sera en même temps votre mot de fin. Ok, bon, pour moi, c'est déjà, ça fait plaisir de pouvoir contribuer au changement. Et puis, vu que voilà, j'ai fait une formation pour ça, donc du coup, c'est toujours bien aussi de travailler dans un domaine qui vous passionne. Et voilà, donc du coup, c'est ça. Maintenant, par rapport à ce que Monsieur le ministre a dit, évidemment que les efforts sont en train d'être faits en Côte d'Ivoire, comme dans d'autres pays. Et le problème, ce n'est pas forcément les taxes et tout. Il y a des problèmes aussi qui vont être peut-être approfondis un peu plus tard. Les efforts sont en train d'être faits parce que j'ai été à Abidjan il y a quelques mois et j'ai même pu enregistrer notre compagnie à Abidjan. Donc, on peut dire qu'on est présent sur le marché ivoirien et on espère vraiment qu'on va à un moment pouvoir aussi se déplacer, être physiquement présent sur ce marché-là. Et voilà. Donc, d'abord, merci aussi pour l'invitation à ce panel. Moi, ça a été un plaisir de partager et puis d'apprendre. Et M. Philippe, M. Moustapha et M. le ministre, c'était un panel riche en informations. Et je vais utiliser ces informations aussi pour partager aussi dans ma communauté et aussi dans mes activités. Et pourquoi ne pas sortir de là avec des collaborations plus tard, échanger et puis approfondir dessus des sujets. Avec Huawei. Exactement. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites et on va essayer de surfer là-dessus, de travailler là-dessus. Voilà. Donc, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, M. Wong, on va terminer avec vous. Huawei fait des choses fabuleuses, intéressantes en Afrique, avec des infrastructures de taille, avec le déploiement de la fibre optique dans plus d'une quarantaine de pays. Huawei travaille avec des gouvernements ivoiriens. Vous avez une stratégie bien définie quant à la santé, à l'éducation, à l'environnement. Votre mot de fin? Huawei, on applique une philosophie très simple. C'est en Afrique pour l'Afrique. Depuis 20 ans, on est en Afrique. On est toujours avec nos clients. On est toujours à côté de nos clients dans les mauvais temps et dans le bon temps. Dans ce continent-là, on a un peu plus de 9000 employés, dont 80% sont plus des locaux qui s'occupent des responsabilités lourdes pour assumer le développement. Donc, nous allons continuer à appliquer cette philosophie, accompagner nos partenaires dans l'ère digitale pour qu'on puisse créer une Afrique bien connectée et bien intelligente. Et ça, c'est notre mission et c'est notre devoir. Et je pense qu'en tant qu'entreprise Huawei, développement économique, c'est important, mais développement social, c'est encore plus crucial. Et on est à côté, toujours avec vous, et c'est notre honneur. Merci à tous, c'est terminé. Merci à tous. Le thème, c'était numérique, opportunités et enjeux en Afrique. On était en compagnie de Charlotte Nguesson, qui est la cofondatrice et CEO de Base Group, une entreprise spécialisée dans la lutte contre la fraude qui est basée au Ghana. Elle n'a que 26 ans. C'est notre avenir à nous, c'est notre star à nous. Philippe Wong, vous êtes vice-président exécutif de Huawei. Vous travaillez sur le déploiement des infrastructures en Afrique. Vous accompagnez le gouvernement, vous gérez l'Afrique du Nord, mais le Huawei est présent en Afrique depuis près de 20 ans. Moustapha Cissé, un chercheur scientifique, chef du centre de recherche intelligence artificielle au niveau de Google. Il est également basé à Accra, au Ghana. Et bien sûr, M. Roger Félix Adom, ministre ivoirien de l'économie numérique, qui nous a parlé de la politique du gouvernement ivoirien en termes de politique des technologies de l'information et de la communication. Nous avons tous compris qu'il y a des enjeux principaux en Afrique. Nous avons tous compris qu'avec l'avènement de cette pandémie de Covid-19, l'Afrique a commencé à beaucoup plus utiliser encore les applications, les technologies, comme la technologie Zoom que nous utilisons aujourd'hui. Merci à tous. N'oubliez pas de vous connecter à 16h pour un autre panel sur la créativité africaine qui s'exporte au-delà des frontières du continent avec d'autres panélistes. Merci à tous et puis on reste toujours sur les différentes plateformes digitales du forum Share Africa. Merci Jean-Paul. Merci. Merci Charlotte. Merci, M. Philippe. À très bientôt. À très bientôt.